Je suis Susanna Choa. Bienvenue à la beauté du vin. Je suis Michel Cloutier. Bienvenue. Aujourd'hui, on est à la microbrasserie des Beauprés. On a l'habitude de vous parler de vin dans l'émission. Évidemment, aujourd'hui, on vous parlera également de bière. Et on débute cette émission en rencontrant le propriétaire, Luc Boivin. En 2010, on est venu ici en vacances. Et puis, j'ai vu qu'il n'y avait rien entre Québec et Charlevoix. Alors, c'est comme ça que l'idée a germé. Moi, je suis un brasseur, comme j'ai déjà dit, je suis un brasseur de style, donc j'essaie de recréer les styles qu'on trouve à travers le monde. Alors, donc, ces styles-là, on a surtout trouvé des noms qui ont rapport à la région pour aller avec chaque style. Nous, ici, on brasse 2 fois par semaine, donc il y a 2 journées de brassage, 2 journées d'embouteillage. Ça nous permet d'offrir à peu près, comme en moyenne, 8 produits par mois en bouteille. Et puis, c'est toujours rotatif, c'est toujours frais. On n'a pas un gros réseau de distribution, mais c'est local. Alors, ce qu'on retrouve, là, c'est frais. C'est vraiment un petit réseau de distribution. C'est le choix d'entreprise que je voulais, là, de ne pas aller trop loin. Puis, donc, étant donné qu'on a une petite capacité de brassage, je m'arrange pour ne pas en manquer ici puis pour fournir mes voisins. On en vend ici sur place en bouteille, mais on en vend aussi à quelques points de vente ici sur la côte de Beaupré. Étant donné qu'on vient d'ailleurs, on s'est dit il faut s'intégrer, il faut s'impliquer dans la communauté. De toute façon, Joanne et moi, on aime les gens, ça fait que ça a été quand même assez facile. Maintenant, tu sais, au départ, l'Alliance Affaires s'est créée au moment où on est arrivé ici. Donc, c'était une opportunité pour nous de joindre un groupe d'entrepreneurs. Et puis, on est toujours encore avec eux, avec l'Alliance Affaires. Puis, c'est quand même... donc, eux, ça prend de l'ampleur parce qu'il y a de plus en plus de membres. Et puis, on s'est impliqué aussi, comme par exemple avec la Fondation de l'hôpital. On s'est impliqué financièrement pour l'unité de soins palliatifs. On s'implique aussi avec le sport. On commandite certains athlètes de la relève là, en ski de fond, en vélo. Donc, c'est comme ça. Puis, à côtoyer les gens d'affaires, moi, je suis sportif, donc je rencontre beaucoup de gens. Puis, fait que ça fait une boule de neige, là. Voilà, maintenant, Susanna, on a devant nous du vin rouge, du vin blanc et j'invite les téléspectateurs à porter attention. Il y a des changements de couleur quand on s'en va d'une bouteille à l'autre. On débute avec le rouge. Oui, c'est ça. Donc, j'ai mis les bouteilles en crescendo par couleur. Et si je cherche un vin, si je vois un vin avec une couleur, la robe rubis, pâle, presque transparent, il s'agit normalement d'un vin léger, comme un cépage de pinot noir, par exemple. C'est un cépage avec la couleur assez légère. Un vin plus généreux, on monte. Un petit peu plus foncé, à ce moment-là. Un peu plus foncé, on dirait que c'est comme un rubis plus profond, plus intense. Si je vois un vin rouge assez violacé, on monte les cépages également, ça veut dire, mais on change les cépages. Un léger, c'est un pinot noir, par exemple, et un généreux, c'est un merlot, un cabernet sauvignon, par exemple. Si je vois un vin plus violacé, ça me fait penser que peut-être c'est un assemblage, c'est un Malbec, c'est un Syrah, par exemple. Et ça me parle aussi de l'âge du vin. Si je vois un vin rouge avec une couleur rouge brique, ça m'indique que le vin a commencé, et je n'aimerais pas dire la déclination, mais commencé à avoir plus d'âge. OK, plus d'âge, il est plus vieux, il est en processus de vieillissement, finalement. Oui, un processus, mais il y a de bons processus Oui, de vieillissement. oui. Bon. Pour les rosés, on a 2 rosés ici. Oui. La gamme de rosés, ça change vraiment beaucoup. Je vous ai apporté un rosé pelour d'oignon, comme on l'appelle. Qui est celui-ci ici, là, qui fait, oui, effectivement, pelour Oui, d'oignon. ça dépend de l'oignon. Oui. Oui. Bon, plus profond. Ici, ça m'indique le temps de la macération pelliculaire que ça passait. Si je commence avec les blancs, nous avons 4 blancs. Le premier,
il s'agit d'un cépage Pinot Grigio, cépage assez léger, assez délicat. C'est un vin en jeunesse. Donc, si on les regarde, on peut voir que c'est comme jaune. Même s'ils sont des vins blancs, on va les appeler toujours des jaunes. Okay? Donc, c'est un vin blanc, jaune, verdâtré. Oui, il y a du vert dans celui-là ici, donc ça veut dire qu'il est plus léger. Oui, ça me donne quelques indices de cépage. OK. Donc, le Pinot Grigio, c'est un cépage assez léger. Si je vois que c'est un jaune paille, légèrement plus foncé, Oui. plus jaune, ça m'indique que peut-être c'est un Sauvignon blanc. C'est un vin assez plus vif, par exemple. Qui va avoir un petit peu plus d'acidité, d'ailleurs? Oui, oui, on commence à monter. Tout va en crescendo. OK. Si je vois un vin blanc jaune plus foncé encore, ça me fait penser que peut-être c'est un chardonnay. Doré. À partir du moment où il est doré un peu, là, ça peut être un chardonnay. Oui, ça commence à être plus doré. Par contre, j'ai un plus doré encore. Ça m'a fait penser qu'il s'agit d'un vin liquoreux, moelleux, doux, comme on dirait. Les vins liquoreux vont être très, très foncés. À ce moment-là, ils vont se rapprocher d'une couleur de jus de pomme, par exemple. C'est plus doré. OK. On ira dans les dorés. OK. C'est comme ça qu'on va détecter. Liquoreux, les plus sucrés aussi? Oui. OK. Oui, on commence plus léger, vif, plus rond, et puis un liquoreux. Excellent. On va aller, Susanna, faire un tour du côté du Salon du vin de Québec qui a eu lieu au printemps, où vous avez eu l'occasion de réaliser plusieurs entrevues. Oui, Alors, de belles entrevues. On va aller regarder ça ensemble. Aujourd'hui, nous sommes dans le Salon international de vin et de spiritueux, le plus grand événement de l'Est de Québec. Accompagnez-nous. samirabat.com. C'est une direction que je vous répète assez souvent. C'est la carte bleue qu'on vous montre sur l'écran. Mais finalement, c'est qui samirabat.com? Voici Sami Rabat. Bonjour, Bonjour, monsieur Sami. C'est qui Sami Rabat? Sami Rabat. Je suis né en Égypte. Ah Oui, et puis je suis arrivé ici au Québec il y a quelques années. Et avec mes parents, on a beaucoup voyagé. J'ai vécu avec mes parents au Liban. Ensuite, c'était le Ghana, la Côte d'Ivoire. Mon père travaillait dans l'aviation pour la compagnie libanaise MEA. Ensuite, on a été transféré en Iran. Et un beau jour, mes parents m'avisent qu'on s'en va au Canada. Alors, pour mon frère et moi, le Canada, c'était trois choses. Le Canada Dry, les spaghettis au ketchup, parce qu'on avait un voisin canadien qui mangeait ça, et c'était les Indiens. Alors, on n'avait aucune idée où était le Canada et où les États-Unis, mais rappelez-vous qu'à l'époque, le mot fax n'existait même pas. Et j'arrive ici à 11 ans au Canada. Alors, j'ai fait mes études à l'école primaire, comme tout le monde, et puis, mes parents m'envoient au collège privé, puis école secondaire, et je commence ma carrière à 18 ans à l'Institut Tourisme et d'Hôtellerie du Québec, où je me suis découvert moi-même. Et pendant 3 années, ça a été les plus belles années de ma vie en tant qu'étudiant. Pour une fois, j'ai réussi mes cours. Et après mes études à l'ITHQ, j'ai travaillé dans la restauration, l'hôtellerie. Et en 23 ans, je faisais tous les États-Unis. Heureusement, j'habitais chez mes parents. Pendant 23 ans, j'ai fait tous les États-Unis pour la chaîne Le Méridien. Et la vie a fait que je me suis retrouvé début vingtaine dans le monde du vin. Et j'ai passé 30 ans de ma vie en tant qu'agent. Puis quelques années plus tard, j'étais un des premiers au Québec à être engagé par un fournisseur directement qui était la maison Cellier des Dauphins. Ils m'ont pris parce que les ventes allaient mal et puis ça a été un succès phénoménal. Et la vie a fait que je me suis retrouvé quelques années plus tard à lancer mon propre site, samirabat.com. Et pourquoi samirabat.com? Samirabat.com est un organe d'information
pour les professionnels de la restauration, du vin et de l'agroalimentaire. C'est un point de ralliement. Je suis un réseauteur assembleur, j'amène les gens autour de la table, je facilite les contacts pour le bien-être de tout le monde. D'accord. C'est mon but, c'est que les gens se parlent. Donc, si jamais quelqu'un est intéressé à savoir plus à propos des événements gastronomiques, vitivinicoles, Oui, on a un calendrier. J'ai une assistante qui s'appelle Annie Tremblay qui est hyper efficace. 22 collaborateurs et chroniqueurs. Comment expliquer? On a un calendrier qui s'adresse à toute l'industrie, que les gens soient des clients ou non. Et bien pour souvent, tout le public. Oui, pour tout le monde. Puis les gens qui parfois ont des soucis avec certaines organisations nous contactent. On facilite le travail. On est très impliqués. Le site a 11 ans d'existence. Ça va très bien. On couvre les amateurs de vin avertis, les médias et tout ce qui est professionnel, agroalimentaire, les alcools et tout ce qui est restauration, hôtellerie. D'accord. Donc, si quelqu'un veut trouver un travail Oui. dans le domaine, est-ce On a qu'il des y a aussi... annonces que les agences payent. On donne un service exceptionnel, mais il faut me contacter parce que souvent, il y a des emplois qui ne sont pas annoncés. Et c'est de bouche à oreille. Et je donne leur juste. Le plus important, c'est donner leur juste aux gens. Mais je ne me considère pas comme un influenceur. Les gens me voient comme un influenceur. Moi, je suis un média d'information. On donne toujours leur juste et toujours la source. S'ils sont influencés, tant mieux. Mais c'est ma crédibilité sur le plancher. Merci beaucoup, Samy. Merci beaucoup. Je suis avec un des représentants des vins de la Roumanie. Bonjour, Mihai Popescu. Donc, les vins de la Roumanie, et ça c'est nouveau au Québec. Hein? On travaille pour le promouvoir depuis 1 an et demi, 2 ans. On a commencé l'agence il y a 5 ans, mais là, depuis 1 an, on est bien présent à tous les événements, comme Grande Dégustation, Salon du vin du Québec. On a aussi notre Salon des vins des Roumains à Montréal. Donc, est-ce que les vins de la Roumanie sont nouveaux? Non, en Roumanie, en effet, on fait du vin depuis le temps des Romains, depuis 2000 ans. On fait 2000 ans minimum. On a des cépages très anciens, des cépages indigènes, mais vu qu'on avait une époque communiste, on a un peu oublié toute cette période-là. Puis on n'a pas eu des vignobles qui ont pu se promouvoir dans l'ouest du monde. C'est plus vers la Russie et des pays communistes qu'on a vendu. Mais la Roumanie est située où? On est à côté de l'Hongrie, la Serbie, la Bulgarie ici, la mer Noire. C'est le pays en Transylvanie, vous connaissez pas mal plus, le pays de Dracula. Ah, mais oui. Mais oui, on connaît Dracula, oui. Le pays de Dracula, c'est plus ici la Transylvanie, c'est toutes les légendes. C'est un pays ancien, de l'Europe de l'Est. On a des influences de la mer Méditerranéenne, mais aussi des montagnes Carpates. Combien de régions viticoles est-ce que vous savez à la Roumanie? On a 4 grandes régions, la Transylvanie au milieu, on a l'Oltenie, on a les Dobroja ici dans le sud, on a la Moldavie aussi, la Moldavie roumaine, parce que depuis des années, on a aussi la Moldavie comme un autre pays séparé. D'accord. Donc ça fait 2000 ans qu'on boit du vin à la Roumanie. Puis on s'est fait invader pendant le temps des Romains. On a la légende qu'on a brûlé toutes les vignes en Roumanie. À cause qu'on faisait du tellement bon vin, on se faisait invader à chaque année. Fait que là, les rois, ils ont décidé de tout brûler les vins. Comme vous voyez ici, le vin de Budureasca, on a sur les étiquettes la tête du roi roumain dans ce temps-là. Puis aussi, on a le drapeau des guerres c'est le loup avec le corps du dragon. C'est pour représenter les traditions. Puis le nom Budureasca de cette vignoble, ça vient de la petite rivière. Il y a une ancienne rivière qui s'appelle Budureasca. Fait qu'on a un vignoble sur des terres où on cultive des vignes depuis milliers d'années. Et puis, par rapport aux cépages, qu'est-ce que vous savez comme cépage? On a environ 16 cépages indigènes en Roumanie, puis ici au salon, on a 2 cépages roumains, on a Tămâioasa românească, puis on a Fetească. Pouvez-vous nous montrer la bouteille? Oui, c'est un cépage indigène de la Roumanie. C'est floral, parfumé, c'est aromatique, c'est un cépage aromatique.
Dans le temps, on le faisait. C'est un cépage blanc. C'est un cépage blanc. C'est un cépage assez ancien parce que c'est relié à la famille du muscat, mais ça provient de la Roumanie. D'accord. Et est-ce qu'on a un autre cépage autochtone? Oui, on a le cépage rouge, Feteasca Neagra. Ça, c'est un cépage assez ancien. Ils ont essayé de faire les traces d'ADN pour retracer le vin, mais c'est tellement vieux. On est convaincu qu'ils faisaient même dans le temps des Romains. C'est un cépage qui a des fruits de cerises, des fruits noirs, mais aussi quand même assez épicés, comme un petit syrah. C'est minéral. Dépendamment des années, ça peut être pas mal plus mûr, des prunes sèches. Puis c'est un vin très agréable. On a une bonne acidité, les tanins sont tout le temps ronds. C'est un vin qui va très bien avec des assiettes de viande, de charcuterie, mais aussi avec de l'agneau. C'est quoi le type de climat que nous avons? En Roumanie, c'est un climat continental, mais on a des étés très longs. Au mois de septembre, il fait quand même assez chaud, surtout avec les changements climatiques. C'est une région qui c'est très bon pour les vins rouges, surtout à Budureasca. D'accord. Et qu'est-ce que vous savez comme sol? Parlez-nous de sol. On est à côté des montagnes, fait qu'on a différents types de sols. On peut avoir du calcaire, on peut avoir des sols noirs comme plus rocheux qui vont donner la minéralité, plus amertume dans le vin. C'est sûr qu'on a un bon drainage, ça ne retient pas l'eau. À Budureasca, l'altitude c'est entre 175 et 400 mètres d'altitude. D'accord. Donc, on va déguster les Feteasca Neagra. Merci beaucoup. Avec plaisir et bonne dégustation. Donc, après le vin, la bière, allons voir le processus de fabrication de la bière du côté de la microbrasserie des Beauprés. Et ensuite, on vous reviendra avec une dégustation de bière. On met le grain à l'intérieur ici. Et puis ça, c'est amené de l'autre côté. Et puis, c'est amené ici par la vis. Ça tombe dans la cuve. Puis au moment que ça rentre dans la cuve, c'est vaporisé avec de l'eau. On vient comme créer une pâte avec le grain et l'eau. Et puis ça fait une pâte. Cette cuve-ci, ça s'appelle la cuve d'empâtage. Elle a deux fonctions. Elle sert aussi comme cuve filtre. Mais ça, c'est plus technique, mais en tout cas, c'est la cuve d'empâtage. C'est là-dedans qu'on fait vraiment le trempage de grains. Une fois que ça, c'est fait, ça dure environ 45 minutes, 1 heure. Une fois que c'est fait, c'est transféré, le liquide seulement, pas le grain. Le liquide est transféré dans la bouilloire qui est à côté. Et puis, c'est là qu'on va faire bouillir. C'est là que, l'ébullition, c'est important pour assainir. C'est important aussi pour faire précipiter des protéines. C'est dans la bouilloire qu'on va rajouter les houblons. C'est dans la bouilloire aussi, des fois, qu'on pourrait rajouter, exemple, si on fait une bière avec du poivre, on peut mettre le poivre dans la bouilloire. C'est là qu'on va mettre de la coriandre, on peut mettre du curaçao. En tout cas, on peut rajouter plusieurs ingrédients. On ne rajoute pas de fruits dans la bouilloire, par contre. Ça, c'est du houblon, c'est du Zeus. C'est un houblon qui pousse ici sur la côte de Beaupré. C'est produit par l'houblonnerie Saint-Laurent. Château-Richer. Puis là, on va voir ce que ça dit. Fait que là, c'est ça. Fait que là, ça, c'est... Donc, ça, c'est le houblon, il a été transformé. Donc, il est passé de la plante à de la granule. Et puis, donc, c'est plus facile pour nous parce qu'une fois qu'il est en granule, il se dissout dans le liquide facilement. Une fois que la bière a fini de fermenter, qu'on l'a décantée, parce que vous voyez, de la façon que les fermenteurs sont faits, c'est des cylindros coniques, c'est facile pour nous d'enlever le houblon, d'enlever la levure pour garder le produit le plus clair possible. Une fois que ça c'est fait, c'est transféré dans la cuve de conditionnement qui est juste ici. Alors ça, c'est la cuve où on va injecter le gaz carbonique. Parce que la bière, il s'ancre pendant la fermentation, mais malheureusement, on n'est pas équipé pour la capter. Puis donc, c'est dans cette cuve-là qu'on va réinjecter le gaz carbonique pour faire l'effervescence à la bière. Puis à partir de là, on décide qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait juste des barils de bière? Est-ce qu'on fait de la bouteille? Est-ce qu'on fait un mélange des deux? Après
avoir vu le processus de fabrication, c'est peut-être le moment le plus agréable. On va maintenant goûter à la bière. Susanna, on va commencer un peu comme le vin. On part d'une teinte plus pâle, on s'en va vers une teinte plus foncée. Par le fait même, on s'en va vers un produit qui est plus fort. Oui, c'est ça. On va commencer toujours en crescendo. Exactement. Les dégustations sont toujours en crescendo. Le plus léger jusqu'à le plus corsé, le plus puissant. Mais Michel, tu sais que, ainsi comme dans le vin, il y a de différentes familles d'arômes. Oui. Nous les avons également dans la bière. Oui, par exemple, dans les vins. Si nous avons des vins rouges, on va penser toujours dans les fruits rouges, dans les fleurs rouges, les fleurs foncées. Si on a un vin blanc, on va penser toujours dans les fruits blancs, les fruits jaunes, les fleurs blanches, et les agrumes. Donc, ça donne le même principe que pour la bière. Pour la bière. Bon, on va débuter avec la première. C'est évidemment des bières de la microbrasserie des Beauprés, où on tourne aujourd'hui. Alors, on va commencer avec la Bonne Sainte-Anne. Évidemment, les différents noms de bières, souvent, sont en lien avec la côte de Beaupré. On dit qu'elle est légèrement fruitée et douce. Alors, on va voir comment Susanna... Dis qu'on peut cracher? Oui, on va mettre un petit verre à Dans cet la effet. dégustation, c'est normal, Oui. on va cracher, on va perdre la glamour. OK? Donc, et ce qu'on voit ici, comme dans ton verre, Michel, Oui. là, on avait parlé dans la dégustation les trois étapes, la visuelle, l'olfative, la gustative. Oui. Donc, dans la visuelle, on va voir, il n'y a pas de dépôt, c'est vraiment transparent, aucun dépôt, et la mousse. La mousse très, très blanche et très ferme, que c'est grâce aux protéines dans la bière. D'accord. Donc, l'examen visuel, correct. L'olfatif, on va. Qu'est-ce que tu sens, Michel? Oui, on voit que ça peut sentir les fruits, un peu. Oui, hein, Oui. il a un nez léger, un nez discret. Et puis, on va la déguster? Oui, on va y aller. Bon. Moi, je vais l'avaler, si vous permettez. Bon, donc, il s'agit d'une bière légère. Les bières, en principe, il faut qu'elles soient rafraîchissantes. Oui, effectivement, pour l'été, c'est excellente, celle-là. C'est effectivement très rafraîchissant. Oui, pour l'été, pour le hockey, pour presque toutes les occasions. C'est hein. des activités, oui. Est-ce qu'on passe à la prochaine? Oui, OK. allez-y. Alors, ici, c'est les deux évidemment, c'est la même chose des deux côtés. C'est Loi Blanche. On peut faire référence au Festival de Loi des Neiges, évidemment, qui a lieu du côté de Saint-Joachim. On dit que c'est là, je vais essayer de le prononcer comme il faut, une Hefeweizen. C'est un nom allemand. C'est une bière de blé. Alors là aussi, on peut peut-être sentir. Oui, c'est ça, pas de dépôt, belle mousse. Puis des arômes. Auteur de banane. Oui, quelque chose comme de la banane, mais aussi les céréales. Ça dégage beaucoup des arômes des céréales. On déguste? Oui. Bon, oui. Oui, on va confirmer. Là aussi, C'est- une bière d'été que je Oui, trouve très oui. bonne, en tout cas, à mon opinion à moi. Oui, c'est ça, une bière d'été, mais par contre, le goût est un peu plus présent. Hein. Oui, beaucoup plus. Oui, et comparé à la Bonne Sainte-Anne, c'est une bière qui est beaucoup plus présente, un petit peu plus forte, mais encore assez légère, je dirais, pour Oui, considérer que. oui, un peu plus d'acidité Oui. qu'on trouve. Oui, on salive, Effectivement. on salive. OK, on va avec le On va maintenant à celle-là qui peut nous mener loin, c'est la route 138. Hop là, la On peut route se rendre jusqu'à 138, l'autre là. bord de cette île avec ça sans problème. La route 138, Ah, c'est OK. une double IPA qui est à 8 %. Elle est, dit-on, maltée et aromatique. Alors, on va D'accord. regarder. Pas de dépôt, bien limpide. Et par contre, il a des petites bulles, hein. Oui, effervescentes. Oui, effectivement. On est très floral. Une bière de fille. Une bière de fille. C'est pas moi qui l'ai dit. Elle est, je trouve qu'elle est houblonnée aussi également. Hein? C'est, ouais. Oui, c'est ça.
Donc, ça sent, ça goûte la fleur, le blanc. Il y a la saveur est bien présente, un peu Oui, plus corsée, si vous me permettez Pour moi, je trouve que c'est l'expression, plus... beaucoup plus de corps, plus corpulente. Effectivement, en tout cas pour moi, plus une bière que je vais déguster, que je vais peut-être moins croiser avec des mets. C'est personnel peut-être, hein? C'est parce que c'est une bière de fille, de flora. Peut-être. Et là, on va aller vers une stout. OK. C'est la Croix Noirée. La Croix Noire, pardon, je m'excuse. C'est bien ça, la Croix Noire. J'ai eu un accent où il n'y en avait pas. La Croix Noire, c'est une stout qui, pour certains, peuvent trouver que ça ressemble à un porter, mais c'est différent. C'est au niveau de la torréfication, voilà, qui est différente avec un porter. Un porter, il est plus caramélisé, chocolaté, alors qu'on dit que dans la stout, c'est plus torréfié. C'est plus un peu comme le café. Oui, exactement. Exactement, c'est Oui. ça qu'on sent. Et on va... Oui, mais c'est sûr qu'à cause de la couleur, c'est difficile à voir si c'est limpide, non? Mais le nez est puissant. Ça annonce beaucoup. Et c'est une bière qui... Il y a un col en haut, mais il n'y a pas de... Ça pétille pas, là. Il n'y a pas de bulle à l'intérieur. C'est vraiment C'est crémeux, hein? crémeux. Oui, ben c'est comme ça qu'elle est décrite, en crémeuse. Elle est légèrement torréfiée, puis il y a même un goût, une impression de café, là, avec la bière. Oui, c'est ça. Donc, si vous êtes un amateur de café, cacao, mocha, même cappuccino, vous allez l'aimer. L'adorer. Oui, L'adorer, hein, tout à c'est fait. ça. Et ça, c'est pour des vrais amateurs de bière. Hein? Effectivement. Évidemment, il y en a plusieurs autres qui sont disponibles à la microbrasserie des Beauprés, mais c'était les principales qui nous permettaient de faire notre crescendo. Alors, vous pouvez retenir, et c'est aussi un peu la même chose dans tous les microbrasseries, lorsqu'on va en augmentant, c'est les mêmes principes qui s'appliquent. Alors, on avait la Bonne Sainte-Anne, Loi Blanche, la Route 138 et la Croix Noire ici. Et les 4 très rafraîchissants que vous pouvez bien l'accorder avec la barbecue. Totalement. Toujours. Toujours Excellent. avec un bon barbecue et un grand soleil. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Michel.